soins intensifs, 39 aux soins intermédiaires. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est que quand on superpose la courbe de mars avec celle qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décrochement et que très clairement, la courbe actuelle continue à avoir une pente extrêmement raide et ne s'aplatit pas, ce qu'on comprend bien puisque les mesures populationnelles ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles n'étaient à ce moment-là. Ce qui nous préoccupe grandement aussi, c'est qu'on a maintenant entre 1000 et 1300 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour et qu'on sait qu'en général, 10% d'entre eux vont se compliquer dans les 2 semaines à venir, ce qui représente un nombre bien supérieur à la capacité actuelle de lits au HUG pour prendre en charge ces personnes-là. On le sait d'autant plus que le reflet de ces personnes qui sont hospitalisées maintenant aux soins intensifs et soins intermédiaires, une cinquantaine de personnes, c'est exactement les 500 cas qu'on avait par jour il y a 2 semaines. Donc si maintenant on monte à 1000 ou 1300 personnes diagnostiquées par jour, on s'attend évidemment à avoir un afflux de patients plus élevé encore aux soins intensifs, aux soins intermédiaires et de manière générale aux soins aigus, au HUG. Voilà, je pense que pour le point, c'était un petit peu ce qui me paraissait important de transmettre. Pour l'instant, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, nous sommes dimanche 1er novembre. Est très grave, ce qui fait que le Conseil d'État s'est réuni hier en séance extraordinaire. Il faut savoir aussi que le Conseil d'État est en lien avec une task force Covid que nous pilotons, dans laquelle se trouve, enfin elle est présidée d'ailleurs par Mauro Poggia, dans laquelle je me trouve aussi en tant que présidente du Conseil d'État, et nous avons très régulièrement des liens avec les autorités sanitaires, avec les HUG, et c'est sur la base aussi de cette expertise-là que hier le Conseil d'État a donc décidé de prendre des mesures qui sont extrêmement importantes. Je sais que ce sont des mesures qui vont être difficiles pour la population, parce qu'il y a déjà eu des efforts conséquents qui sont faits, mais on ne peut pas se permettre de rester dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on peut parler d'un retour à une forme de semi-confinement tel que nous l'avons connu au mois de mars, avec toutefois des exceptions, parce qu'on a tenu compte de l'expérience du mois de mars, et les exceptions, vous le verrez, concernent notamment les écoles. Nous avons dû également nous résoudre à faire appel à ce qu'on appelle l'article 113 de la Constitution, c'est-à-dire à déclarer l'état de nécessité, et c'est cet état de nécessité qui permet au Conseil d'État de prendre des mesures pour le but de protéger la population. Le Grand Conseil étant ensuite saisi de ces mesures qu'il va confirmer ou pas ultérieurement. Peut-être pour le détail des mesures, Monsieur Poggia, je vous laisse les présenter. Oui, volontiers. Merci Madame la Présidente. Effectivement, vous l'avez dit, Genève décrète l'état de nécessité, d'autres cantons l'ont fait, Jura, Fribourg jusqu'ici, un autre l'a annoncé pour la semaine prochaine. Il est évidemment à craindre que la situation soit harmonisée, je dis à craindre parce que cette harmonisation personne ne la souhaiterait, mais d'un point de vue de cohérence du message bien sûr pour la population, il serait préférable qu'il y ait des mesures en tout cas au niveau régional. Donc les mesures fortes qui sont prises par le Conseil d'État, on vous l'a dit, sont des mesures évidemment qui ne sont pas prises de gaieté de cœur, mais qui sont les seules qui sont envisageables si nous voulons casser cette montée effrénée de la courbe à la fois des cas positifs mais aussi des hospitalisations. Première mesure, fermeture des magasins non alimentaires. Je n'entre pas dans tous les détails, vous le verrez. L'arrêt du Conseil d'État sera en ligne, il précise l'ensemble des exceptions. Nous avons, je dirais, tiré les leçons de ce que nous avons vécu ce printemps avec des situations particulières qu'il avait fallu prendre en compte. Donc aujourd'hui, nous les avons déjà intégrées. En particulier, bien sûr, les pharmacies de garde restent ouvertes, tout le monde le comprend bien. Les fleuristes restent aussi ouverts. Les librairies restent ouvertes. Vous l'avez vu, c'est un sujet qui est récurrent dans les pays qui ont ordonné la fermeture des magasins. Bien sûr, restent ouverts les magasins d'alimentation et les magasins de première nécessité. Toute la difficulté sera pour les grandes surfaces qui offrent à la fois de l'alimentaire et de la première nécessité et d'autres types de biens. Là, il y aura, comme ce printemps, l'obligation de faire la séparation pour que la clientèle ne puisse pas aller se servir dans les rayons qui ne font pas l'objet précisément de l'autorisation qui perdure désormais. En ce qui concerne les cafés, restaurants, bars et autres lieux de distribution de consommation, ils sont fermés. Ils sont fermés comme les discothèques, bien évidemment, dont la fermeture se poursuit. La vente à l'emporter restera. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des obligations
obligation de fermeture à 23 heures. La vente à l'eau portée pourra se poursuivre comme c'est le cas actuellement. On l'a vu, beaucoup de restaurateurs avaient trouvé aussi cette voie pour diminuer les conséquences des décisions prises dans ce domaine. On ne peut évidemment que les encourager à reprendre ces habitudes qu'on espérait qu'ils ne doivent plus reprendre à partir du début de l'été. En ce qui concerne d'autres activités telles que la coiffure, l'esthétique, les barbiers, les tatoueurs aussi, puisque c'était une question qui était venue sur la table, eh bien, elles sont interdites. Ce sont des activités dans lesquelles il y a un contact personnel entre le prestataire de service et le client. Désormais, ces activités seront interdites. En ce qui concerne tous les établissements de loisirs, il y en a à la liste: cinéma, musée, salle d'exposition, bibliothèque, salle de jeu, salle de concert, théâtre, casino, patinoire. Ils sont également fermés. Pour ce qui est des manifestations publiques et privées où il y a actuellement une différence de traitement, eh bien, l'harmonisation est mise en place. Ce sont 5 personnes maximum. Des exceptions sont prévues dans notre arrêté. Pour ce qui est des cérémonies religieuses, elles sont également suspendues, sauf pour les funérailles, tout le monde le comprend bien, mais également pour les mariages, mais avec 5 personnes. La limite de 5 personnes est maintenue pour ces cérémonies-là. Le mariage. Oui, tout à fait, j'entendais les mariages de 5 personnes, les funérailles, c'est évidemment, il s'agit uniquement de la partie publique, là où les personnes entrent pour faire un dernier hommage à la personne disparue. Donc là, c'est 50 personnes. Il y a aussi des exceptions qui sont prévues, certaines par le droit fédéral. Ce sont évidemment les activités de nos législatifs, le législatif, le Grand Conseil, mais aussi les commissions qui doivent permettre le travail du Grand Conseil font partie des exceptions. Tout ce qui est en rapport aussi avec les séances des conseils municipaux et des commissions. Il y a également toutes les réunions qui sont en relation soit avec un sujet de votation, soit avec la présentation d'un candidat à une élection, où là, toujours avec la limite de 50 personnes, ces réunions pourront avoir lieu. Les organisations syndicales et patronales, assemblées du personnel pourront également bénéficier d'exceptions, mais avec le maximum de 50 personnes. Voilà, en ce qui concerne les mesures pour le sport, je pense que je vais passer la parole à M. Apotello. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame la Présidente? Oui, peut-être. Je vais laisser la parole à Madame Fontanet au sujet des entreprises, mais vous dire qu'on y reviendra peut-être après. Ces mesures sont prises pour 4 semaines, jusqu'au 29 novembre, qu'elles seront réévaluées et qu'on verra environ une semaine avant l'échéance s'il y a lieu ou pas de les prolonger. Madame Fontanet, oui, l'entrée en vigueur est ce lundi à 19 h. Madame Fontanet, peut-être sur les entreprises. Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs. Effectivement, c'est un coup très dur pour les entreprises. Le Conseil d'État en est conscient. Le Conseil d'État accompagnera ces entreprises et à cet égard-là, peut-être vous donner quelques informations. D'abord, des contacts ont été pris avec la Confédération. Évidemment que tant les RHT que les APG vont être reconduits. Ensuite, eh bien, nous mettrons en place un programme évidemment d'accompagnement économique. Il va s'agir de réexaminer les indemnisations pour ces nouvelles fermetures. Et puis, évidemment, mesdames et messieurs, le but du Conseil d'État, c'est d'essayer de sauver pour les entreprises, pour les commerces qui sont fermés maintenant, eh bien, cette période d'achat de fin d'année. Et donc, de faire en sorte que cette période dont on sait qu'elle représente un pourcentage très important pour les commerces, eh bien, que cette période puisse être sauvegardée et qu'effectivement, il puisse y avoir ces achats. Enfin, vous dire que le Conseil d'État, ça a été dit, mais c'est important de le répéter, va être extrêmement attentif en termes de réévaluation de ces mesures et va suivre la situation de près. Et puis, je rencontrerai moi-même déjà mardi les représentants de l'économie
Évidemment que l'ordre du jour, c'était une séance déjà prévue. L'ordre du jour de notre séance va manifestement être modifié pour voir avec eux de quelle façon les accompagner au mieux. S'agissant du travail dans les entreprises, eh bien, il y a effectivement une incitation, à savoir pour ce qui n'est pas fermé, il y a une incitation à ce que tout ce qui n'est pas indispensable eh bien, soit fait évidemment en télétravail. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Apotello. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. La dernière fois que le Conseil d'État était venu devant vous, vous présenter les différentes mesures, j'avais utilisé l'expression que nous voulions absolument éviter que nous fêtions Noël par vidéoconférence. Le chemin est là, le Père Noël est déjà sur le chemin. Si on continue dans une situation aussi critique que la nôtre, c'est hélas ce qui va se produire. Donc nous avons besoin de la mobilisation de toutes et de tous, de la compréhension des mesures qui sont prises aujourd'hui et surtout d'une rigueur dans l'application. On voit encore trop d'exceptions. C'est d'ailleurs un mot qu'on a pas mal utilisé jusqu'à présent, les exceptions, parce qu'on a évidemment besoin de trouver un équilibre entre des mesures fortes et un équilibre pour souffler, mais ces exceptions ne doivent pas être comprises, elles doivent être entendues comme des repères pour souffler et uniquement ça. On ne doit pas, contrairement à ce que j'ai trop vu et entendu, que les exceptions sont des moyens d'essayer de courber un peu les interdictions. On doit absolument, toutes et tous, Genevoises et Genevois, respecter ces décisions. Il faut casser la courbe qui est actuellement vertigineuse et assurer une hospitalisation qui soit dans les meilleures conditions possibles. Je le rappelle, les mesures sont difficiles, elles sont dures. S'agissant de la culture, bon nombre de prestations culturelles seront fermées à partir de lundi soir 19h. Monsieur Poggia a parlé des théâtres, des cinémas, des lieux, de musées. Ça va être également difficile sur le plan du sport, puisqu'on a restreint également la façon dont on va pouvoir pratiquer le sport. Je vais un peu les détailler. Puisqu'en effet, par rapport au sport, nous avons confirmé dans cet arrêté l'idée que les enfants de moins de 12 ans qui sont dans un club et qui veulent s'entraîner peuvent le faire. Ils ne pourront pas avoir des compétitions. Donc, entraînement dans un club, oui. Enfants de moins de 12 ans, oui. Si ils sont au maximum 15 personnes dans l'activité. Pour les personnes de plus de 12 ans, s'ils pratiquent à titre individuel ou en groupe de 5 personnes, et si pour autant que les activités sportives n'impliquent pas de contact physique, eh bien, avec le port du masque et le respect de la distance, cette pratique est possible. Je répète, pour les enfants de moins de 12 ans, dans des clubs, les entraînements sont autorisés, les compétitions ne le sont pas, et pour les plus de 12 ans, il faut une activité individuelle ou au maximum 5 personnes, avec un masque, avec la distance, dans des locaux qui permettent effectivement la gestion de la capacité sportive. S'agissant des sportifs d'élite, les activités de haut niveau qui appartiennent à un cadre national ou régional peuvent s'entraîner à titre individuel, maximum 15 personnes également, ou si on part du principe qu'ils sont dans une équipe, ils doivent rester dans cette équipe-là et pas commencer à bouger. Les activités d'entraînement et les matchs qui sont dédiés avec des ligues majoritairement professionnelles sont autorisées. On a exclu de ce champ les cours d'éducation physique, donc ceux-ci peuvent se maintenir. Les cours d'éducation physique dans le cas scolaire peuvent se maintenir. Voilà pour les éléments liés au sport. Je reviens juste un mot sur la culture pour vous dire que tout ce qui est entraînement, c'est-à-dire la pratique d'une activité culturelle pour soi-même ou dans une équipe de théâtre, là, on fait aussi le distinguo entre les enfants de moins de 16 ans et les plus de 16 ans. Là aussi, on limitera à 15 personnes la pratique culturelle, un cours ou une activité d'entraînement par exemple.
Merci beaucoup, Monsieur Apotello. Peut-être quelques mots sur les écoles. Contrairement à ce qui s'est passé au printemps, les écoles ainsi que les crèches d'ailleurs restent ouvertes. Il existe des plans de protection ad hoc pour les établissements scolaires. Donc les cours vont se dérouler normalement en présentiel. En ce qui concerne les hautes écoles, vous savez que la Confédération avait décidé de supprimer les cours en présentiel, notamment tout ce qui est ex-cathédra. Restent réservées les activités didactiques, pratiques, qu'on ne peut pas faire autrement, bien évidemment, qu'en présentiel. Donc pour les hautes écoles, en principe, c'est à distance. Voilà, je dirais, pour l'essentiel des mesures. Vous dire aussi qu'on a réactivé ce qu'on appelle le dispositif ORCA. ORCA veut dire Organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle. C'est vous dire si le Conseil d'État considère que nous sommes maintenant dans une situation exceptionnelle, comme au printemps. Ce dispositif ORCA permet que la protection civile, que l'armée, etc. peuvent seconder les autorités dans un certain nombre de tâches, mais elle reste bien évidemment, la cellule ORCA reste sous l'égide de la task force COPIL ou le COPIL Covid du Conseil d'État. Le message, mesdames et messieurs, qu'on voudrait faire passer, c'est que la situation est grave. Elle est grave sur le plan sanitaire, Madame Tardin l'a rappelé. Monsieur Levrat nous a dit il y a 2 jours que les HUG arrivaient à saturation, qu'on allait devoir héliporter certains patients probablement dans d'autres hôpitaux suisses, parce qu'on n'arrivera plus à garder tout le monde, et surtout que les HUG allaient devoir mettre en place cette notion de tri des patients d'ici quelques jours. Et donc il est extrêmement urgent de pouvoir prendre des mesures qui sont des mesures drastiques. Donc nous en appelons à la responsabilité de la population. Il faut essayer de rester chez vous au maximum, faire du télétravail quand c'est possible, ne sortir que quand c'est absolument nécessaire. C'est le seul moyen de casser la courbe et c'est le seul moyen aussi d'espérer arriver à avoir, comme on l'a répété, des fêtes de Noël qui puissent se dérouler avec un tout petit peu plus de personnes que ce que nous mettons en place aujourd'hui. On est conscient de la difficulté que ça représente pour chacune et chacun, mais je crois que c'est vraiment la seule solution. Et nous saluons le sens civique de la population qui saura respecter et accepter ces mesures. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons maintenant les questions. Il y en a certainement beaucoup, Madame Pignot. Réflexion, en fait. Depuis toujours, que l'on fait l'attribution des origines probables des contaminations, il y avait entre 30 et 40% de cas qui étaient indéterminés, qui étaient liés, cette indétermination était liée soit à l'absence de volonté de la personne testée positive de donner des indications, soit aussi parce que la vie sociale des personnes était tellement importante qu'on n'arrivait pas finalement à mettre un lieu plus particulièrement dans lequel le risque se serait réalisé. Et finalement, cette zone grise de non-attribution n'a fait qu'augmenter. Elle n'a fait qu'augmenter parce que les nombres de cas ont été de plus en plus nombreux. Je vous rappelle que nous étions avec une perspective de descendre à 30 cas par jour. On est aujourd'hui, Madame Tardin vous l'a dit, à 1300 cas par jour. Et vous voyez à quel point il faut travailler dans d'autres conditions. Et donc le temps n'est plus nécessaire pour obtenir des indications suffisamment précises. Il n'en demeure pas moins qu'à l'origine de cette évolution large du virus au sein de la population, dont les tests positifs ne sont que le miroir qui nous démontre à quel point le virus est bien présent au sein de la population, est directement lié au fait que la population vit aujourd'hui en large partie comme elle a toujours vécu, certes avec davantage de précautions, sinon les décisions que nous prenons aujourd'hui auraient certainement été prises il y a plusieurs semaines déjà. Donc nous avons quand même, et il faut que les personnes qui nous entendent en soient convaincues, nous avons quand même réussi jusqu'ici à tenir, mais on le voit, et Genève ne fait pas exception, on le voit partout en Europe autour de nous, la situation est devenue aujourd'hui hors de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on constate qu'entre le nombre des personnes testées positives à un jour donné et le nombre de personnes qui sont finalement hospitalisées 10 jours plus tard, on est grosso modo à 10%. Il y a 10 jours, on avait 500 personnes testées positives, et je ne dis pas que ce sont les mêmes, mais grosso modo, cette proportion se retrouve. 10 jours après, on a grosso modo 50 patients qui entrent en hospitalisation. Et sur ces 50%, 10%, en l'occurrence dans mon exemple 5, arrivent en réanimation.
soins intermédiaires ou soins intensifs. Donc aujourd'hui, la situation que nous avons, avec 1300 cas positifs aujourd'hui, cela voudrait dire que dans 10 jours, nous aurions entre 100 et 130 patients supplémentaires hospitalisés avec Covid aigu aux hôpitaux universitaires de Genève. Cela veut dire que sur cette centaine de patients, voire au-delà, qui entrent à l'hôpital, il y en aurait 10%, une dizaine par jour, qui iraient en soins intensifs. Vous voyez à quel point, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience généralisée. Alors la question n'est pas simplement de savoir, c'est ici qu'il faut intervenir, parce que c'est là qu'il y a eu un foyer, il y en a partout des foyers, on constate qu'il y en a partout où il y a une vie sociale. Il faut que l'on prenne des décisions à large échelle pour que la population soit aussi sensibilisée au fait que c'est notre vie sociale telle que nous l'avons maintenue, telle que nous avons essayé de la maintenir aussi avec les décisions que nous avons prises jusqu'ici, qui est à l'origine de ces contaminations et des chiffres vertigineux auxquels nous devons faire face. Donc aujourd'hui, je pense que l'époque de dire « mais dites-nous où la contamination a eu lieu pour que l'on intervienne » est une période révolue. Elle est partout, le virus est partout, et nous devons intervenir à large échelle. Mais Madame Tarda, je ne sais pas si vous voulez intervenir aussi. Alors peut-être juste rajouter que ce qu'on voit, c'est que les plans de protection qui ont été mis en place ne suffisent pas. Et les mesures qu'on a annoncées déjà il y a 2 semaines ne suffisent manifestement pas. Donc on doit aller plus loin. On pensait qu'on aurait un peu de répit. Ben non, ça ne suffit pas. Donc on doit vraiment prendre ces mesures drastiques, même si on les regrette. Madame Revello ? Oui, j'ai une question un peu au sujet de ce que vous venez de dire. Il y a environ 10 jours, on a été convoqué au HUG pour annoncer un dispositif de crise spécifique au HUG. Monsieur Levrat était déjà extrêmement alarmé de la situation. Il disait que les mesures, de toute façon, allaient mettre environ 2 semaines à faire leurs effets, que la courbe augmentait. Est-ce que là, on n'a pas perdu 10 jours d'action pour qu'on se retrouve là, aujourd'hui, en ce moment? Votre question me fait plaisir, parce que entre la vôtre et celle de votre collègue tout à l'heure, on voit à quel point la palette des perceptions dans la population est différente. À la fois, on nous dit, mais ne tapez que là où il faut taper et pas partout. Et de l'autre côté, on nous dit, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour prendre des mesures aussi fortes? Je pense que personne n'a attendu. Regardez autour de vous, Genève est le canton qui prend les mesures les plus fortes en Suisse aujourd'hui. Les HUG, effectivement, ont tiré la sonnette d'alarme et nous avons pris des mesures. Nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous les avons prises. Mais nous avons constaté que le virus a progressé plus vite que les effets des mesures que nous prenions. Donc il fallait en prendre d'autres. Nous en avons pris une fois de plus forte et aujourd'hui nous prenons celle-ci. Il y a encore j'allais dire, des marches d'escalier dans la gradation de la dureté des mesures. Nous ne sommes pas aujourd'hui au maximum. Il suffit de regarder ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays pour se rendre compte qu'ailleurs, des mesures plus fortes encore sont prises. Nous espérons que celles-ci seront aujourd'hui suffisantes. Mais encore une fois, il y a à la fois ceux qui considèrent qu'il faut attendre et qu'il faut faire autrement, et ceux qui considèrent que l'on a trop attendu. Je pense que le gouvernement genevois, avec responsabilité, à chaque fois adapter ses décisions en collant le plus possible avec la réalité épidémiologique qui était portée à notre connaissance. Et aujourd'hui, je peux vous dire, parce que les contacts avec les HUG sont quotidiens, les HUG sont particulièrement satisfaits des décisions qui sont prises, dont on espère tous qu'elles seront à la hauteur de l'espoir que nous y mettons. Et le fédéralisme, c'est le fédéralisme, mais c'est aussi la position de Genève. Là, on parle des régions et des frontières. Des voisins vaudois, donc évidemment, les décisions que nous prenons sont aussi un signe à nos voisins. C'est aussi une réponse à nos voisins français qui, eux, ont pris depuis un certain temps déjà des mesures plus fortes que celles que nous avons aujourd'hui à Genève. Mais c'est vrai, on ne peut pas vous donner tort. Le fédéralisme est parfois une faiblesse lorsqu'il s'agit de prendre des mesures dont la cohérence n'est pas toujours correctement perçue par la population. Il est évident que si la population genevoise décidait d'aller faire dans le canton de Vaud ce qu'elle ne peut plus faire à Genève depuis demain soir, cela ne fera qu'accélérer la prise de conscience que j'espère prochaine de nos voisins sur la nécessité de prendre des mesures aussi fortes que nous les prenons aujourd'hui. On a besoin de revenir sur un certain
que le taux de circulation du virus, le taux au centre de la métropole, tous les contacts dans les bars, dans les restaurants, dans les magasins non indispensables, eh bien c'est autant de populations, y compris, je dirais, pendulaires, qui consomment ces services-là sur le territoire genevois, qui sera moins contaminé et donc devrait nous amener à un apaisement plus global. Votre remarque, c'est surtout vrai si on avait des taux de contamination plus importants du côté français ou vaudois. Or, ce n'est pas le cas. Les Français ont déjà fermé. Je pense que, comme l'évoquait M. Poggia, je pense que les autres cantons vraiment vont pas tarder. Mais il faut voir qu'une diminution de l'activité, des interactions sur le centre d'une métropole a des effets de diminution sur la périphérie de la métropole aussi. Donc on a cette responsabilité-là comme capitale d'une métropole d'1 million d'habitants finalement, d'un bassin de vie d'1 million d'habitants. Genève n'a pas voulu suivre ce qui se fait en France. On a vu au mois de mars que le fait de pouvoir laisser les personnes sortir de chez elles, s'aérer, était extrêmement important et c'est le choix que nous avons. Peut-être sur l'aspect, peut-être sur l'aspect juridique, Monsieur Poggia. Oui, effectivement. Donc nous avons évidemment des contacts avec le Conseil fédéral, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Madame Fontanet vous a parlé pour ce second aspect. Et donc aujourd'hui, clairement, la Confédération répète aux cantons qu'ils ont toute marge de manœuvre pour intervenir. La seule chose que nous ne pourrions à l'évidence pas faire, c'est fermer les frontières. Jusque-là, évidemment, cela relève de la relation internationale et ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau central. Tout le temps dans la rue, quand il n'y a personne. La logique de couvre-feu, c'est quoi? C'est une interdiction de sortie, en l'occurrence. Mais quel est le danger qu'un insomniaque il prenait son chien à minuit tout seul pour prendre l'air et puis essayer de retrouver un peu d'apaisement? Donc le Conseil d'État, je le vois, mais la Suisse d'une manière générale ne souhaite pas de mesures trop martiales, trop générales. L'enjeu la nuit, c'est les regroupements, donc c'est la limitation à 5. Et là, avec la fermeture des bars, eh bien là, il y a un enjeu de police vraiment pour éviter les attroupements. Mais que ma foi, on puisse sortir à 2 h du matin parce que voilà, l'envie nous en prend, eh bien ça je crois que le Conseil d'État pense que c'est une liberté qu'il faut maintenir. Donc c'est vrai que jusqu'à présent le Conseil d'État n'a pas du tout envisagé ce type de mesure. De circulation à 1 km. Alors je ne suis pas du tout une adepte du couvre-feu, loin de là, mais c'est vrai que les nuits passées au Bastion, on entend beaucoup de monde qui font la fête, ils sont plus que 15 visiblement, vendredi, samedi, voilà, je ne veux pas faire la rabat-joie, mais disons que dans les parcs, il y a quand même beaucoup de monde qui se réunit, et la police municipale visiblement n'est pas là, peut-être par manque d'effectifs, donc voilà, c'est peut-être une mesure qu'il faut prévoir. Peut-être juste vous dire que bon, votre préoccupation, ou plutôt vos constats sont aussi les nôtres. Il faut bien comprendre qu'au pic de la première vague, il y avait également les fermetures de frontières. Et cela veut dire que l'activité policière était moindre. Non pas que la délinquance vienne toute de l'autre côté de la frontière, mais c'est vrai que les délinquants semblaient être aussi confinés, qu'ils soient d'ailleurs ou d'ici. Donc l'activité policière a pu se concentrer davantage à la mise en place et au contrôle des mesures qui sont celles que nous prenons aujourd'hui. Mais je vous rassure, nous avons mis en place, déjà dans cet arrêté, le fait que la police cantonale fait appel au service des polices municipales pour assurer le respect des décisions qui sont prises aussi bien par la Confédération que par le canton et surtout l'ensemble du territoire cantonal. Ce qui veut dire que nous arrêtons le principe qui est en vigueur aujourd'hui selon lequel les agents de police municipale de Genève s'occupent de la ville de Genève exclusivement. Nous pouvons mener des actions sur tout le canton, conjointes, police cantonale, police municipale. On m'a fait déjà le rapport ici il y a 1 heure sur ce qui a été mis en place. Nous serons beaucoup plus présents en termes de contrôle et en termes de sanctions. D'ailleurs, il y en a régulièrement. Je reçois tous les matins des avis. On a fermé une discothèque illégale la nuit dernière dans laquelle 50 à 60 personnes s'étaient réunies pour fêter Halloween. Il y a encore certains qui vivent dans un autre monde. Je pense qu'il faut leur rappeler où ils vivent et sous quelle loi ils doivent se soumettre. Merci. Si ça continue, quelle est la marge de manœuvre? Comment vous voyez ça à moyen terme?
Effectivement importante au vu de la situation financière de Genève. Nous avons eu l'occasion de l'indiquer avec le Conseil d'État dans le cadre de la préparation du budget, dans le cadre des aides qui ont d'ores et déjà été accordées. Le rôle de l'État, c'est vraiment d'être là lorsque on traverse une période comme celle d'aujourd'hui, une période de crise sanitaire, crise économique et crise sociale. Ce n'est pas le moment pour l'État de dire qu'il n'apportera pas d'aide. Et puis cette aide, que ce soit en particulier au milieu économique, eh bien c'est ce qui nous permettra de maintenir de l'emploi et de faire en sorte que tout ne s'arrête pas et que ces entreprises, ces commerces puissent repartir lorsque cela sera possible. Nous avons cette même responsabilité au niveau social également, et nous sommes un canton. Il est vrai qu'en tant que responsable des finances, je m'oppose ou je remets en question régulièrement certaines dépenses qui sont liées à notre fonctionnement. Là, on est dans un contexte différent. Il ne s'agit pas de notre fonctionnement, il s'agit de remplir notre rôle d'État et de venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin et de faire en sorte que l'emploi puisse être maintenu et que les personnes nécessiteuses puissent être aidées. On m'a confirmé que les allocations de perte de gain, la réduction des horaires de travail sont remis en vigueur comme il l'était du temps de la première vague, donc avec toutes les facilités pour l'ensemble des secteurs qui sont touchés par des mesures de fermeture ou de réduction d'activité, que ces décisions soient fédérales ou cantonales. Et il y a les prestations pour cas de rigueur, dans lesquelles, vous l'avez vu, la Confédération verse 1 franc pour chaque franc versé par le canton. Il y a des discussions qui viseraient à faire en sorte que la part de la Confédération soit plus généreuse, que pour 1 franc du canton, il y ait 2 francs de la Confédération. Je pense que les cantons, là, doivent se mobiliser pour faire en sorte que la Confédération mette davantage la main au porte-monnaie dans cette situation de crise. Dernière séance ordinaire du Conseil d'État, soit mercredi, nous avons déposé 2 projets de loi pour l'application de l'ordonnance sur les cas de rigueur, que 3 autres projets de loi vont arriver d'ici quelques jours. Nous avons mis en évidence des secteurs d'activité pour lesquels ce sera extrêmement difficile de rebondir à plein à terme, donc on doit aider à court terme, on doit aussi permettre de réemployer et d'avoir des programmes d'employabilité pour certaines personnes. Si on prend l'exemple de l'hôtellerie, on sait très bien à Genève qu'on a un secteur de l'hôtellerie qui est très tourné sur les congrès, que les congrès vont diminuer probablement à terme, et donc on va devoir reconvertir des personnes. Et c'est sur cet aspect-là que le Conseil d'État travaille aujourd'hui. On a une task force interdépartementale qui se met en place avec 4 départements qui sont concernés et qui va travailler avec les partenaires sociaux pour identifier justement les emplois qu'on pourrait proposer, les formations surtout et la reconversion qu'on pourrait permettre de faire aux personnes concernées. Donc ça reste ouvert. Cela fait partie des enseignements de la première vague. Il est important que la population puisse aussi se rendre dans des marchés extérieurs, évidemment avec le plan de protection. Et puis s'agissant des fitness, en revanche, tel ne sera pas le cas. Okay. Les restaurants peuvent continuer à l'emporter, donc hein, ça vient d'être dit. Le clic va dire qu'un magasin de vêtements est fermé, mais si vous pouvez commander, vous pouvez aller chercher. Où tous les magasins ont le dispositif Click and Collect qui est venu tard à l'époque de mars-avril. Hein. On a mis ça plus tard, mais là on le met d'emblée. Donc en réalité, tous les commerces peuvent rester ouverts. C'est vraiment l'entrée dans le magasin qui est fermée pour les commerces non indispensables. Sur les exceptions que vous avez données, alors les librairies, on se souvient qu'il y avait eu effectivement tout un débat. Les fleuristes, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un débat sur la question de l'accès aux fleurs pendant le premier confinement. On pourrait vous répondre de 2 manières. La première, c'est qu'avec la morosité ambiante, d'avoir quelques manières, d'avoir un peu de lumière, de joie et de couleur, c'est pas inutile. Il y avait, je crois, aussi le fait qu'on a dû jeter des fleurs, ce qui était absurde. Peut-être M. Hodger. C'est vrai que les fleuristes, alors, toujours en équilibre nécessaire entre l'intérêt économique et l'intérêt sanitaire, déjà c'est très à l'emporter. En fleuriste, c'est plutôt à l'emporter pour l'essentiel. On flâne rarement dans un magasin de fleurs, mais fondamentalement c'est une marchandise périssable, en fait immédiate. Et contrairement par exemple aux marchands de vin qui avaient eu peu de ventes, mais on peut stocker le vin quelque part.
Donc là, il y a une appréciation qui nous fait dire aussi qui avait été très lourde dans ce printemps parce que c'est la saison forte, mais qui là, dans les équilibres subtils, eh bien, nous ont fait dire que c'est généralement des petits magasins, on ne reste pas longtemps, on va l'emporter. Il y a la limite du nombre de personnes dans le magasin qui s'applique, donc on voit que c'est des choses qui sont relativement rapides. Il y a eu les écoles et d'autres exceptions parce qu'on a tenu compte de l'expérience du printemps. Les garages auto et les ateliers vélo, c'est aussi ouvert. Oui, ça reste ouvert. Sur la prolongation du délai pour les chômeurs en fin de droit. Alors ça, c'est une décision fédérale qui n'est pas encore prise, donc nous prendrons contact avec la Confédération pour voir si le délai cadre, comme on l'appelle, peut être prolongé. Vous vous souvenez qu'il avait été prolongé à la suite de la première vague. On nous pose des questions aussi pour les demandes judiciaires, les audiences judiciaires. Alors ça, c'est la Confédération. Lorsqu'il s'agit de délais fixés par le droit fédéral, le canton ne peut pas les prolonger ou les suspendre, donc il faudra le regarder. Par contre, nous prendrons contact évidemment avec le pouvoir judiciaire pour faire en sorte que les délais qui sont donnés aux parties, où là c'est le juge qui fixe le délai, soient pris en considération en fonction de la situation actuelle. Veiller aussi à ce que les audiences, le cas échéant, se fassent dans les conditions qui sont déjà maintenant passablement adaptées à la situation actuelle, il faut le dire. D'ailleurs, nous avions, à la demande du ministère public, pris des décisions qui permettent, le cas échéant, de tenir des audiences avec des personnes qui doivent venir de l'étranger et qui seraient théoriquement en quarantaine. Donc, je dirais pour tout ce qui est judiciaire, les contacts se font avec la Confédération pour ce qui est du droit fédéral et avec le pouvoir judiciaire. Une dernière question qui nous est posée pour les chantiers. Les chantiers ne sont pas fermés. Ils ne sont pas fermés. Vous vous souvenez, lors de la première vague, Genève avait été pionnier en mettant le doigt sur la difficulté de respecter les règles sanitaires dans les chantiers. Puis ensuite, la Confédération avait pris des décisions considérant qu'on pouvait fermer un chantier, mais pas globalement l'ensemble du secteur des chantiers. Nous allons être particulièrement attentifs, surtout avec l'arrivée des mauvais jours, sur les conditions dans lesquelles les travailleurs prennent ce temps de pause dans des baraquements pour se réchauffer. Là, il faudra être très attentif et l'Office cantonal de l'inspection des relations du travail sera attentif à ce niveau-là. Je voulais effectivement préciser encore cet aspect-là. Donc, l'assurance de la délivrance des prestations est maintenue. Tout ce qui pourra se faire en télétravail se fera en télétravail. Il n'est pas prévu de fermer les guichets. Il n'est pas prévu comme ce que nous avions fait au mois de mars, de fermer certaines possibilités pour le public. Donc cela signifie en gros que tout devrait être maintenu, à moins qu'il y ait effectivement, et ça on doit quand même en tenir compte, des malades, des quarantaines, ce qui évidemment pourrait nous contraindre à diminuer une certaine accessibilité, une certaine rapidité des prestations. Le régional de placement adapte ses exigences en termes de recherche d'emploi par rapport aux secteurs qui sont fermés. On peut difficilement de bonne foi exiger d'une personne qui cherche dans un secteur fermé qu'elle fasse des démarches avec une chance quelconque d'aboutir favorablement. Par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, par les élèves du cycle et du secondaire 2, sachant bien évidemment, notamment au secondaire 2, si ça ne devait pas être suffisamment respecté, ça signifierait la fin de l'enseignement en présentiel, ce que personne ne souhaite actuellement. Monsieur. À leur égard, juste rappeler que les transports en commun ont toujours fonctionné durant la crise de ce printemps. Des mesures ont été prises ensuite au niveau fédéral, avec des plans de protection que vous connaissez, avec le port obligatoire du masque. L'objectif en matière de mobilité, c'est bien évidemment de diminuer les besoins de mobilité de manière globale et donc les contacts qui en résultent. Favoriser évidemment le télétravail, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Et puis, en ce qui nous concerne, maintenir l'offre en transport en commun précisément pour faire en sorte que la densité dans les véhicules puisse rester la plus faible possible, tout en respectant évidemment le plan de protection, le port du masque, non seulement dans les véhicules, mais également aux arrêts, ainsi qu'évidemment la désinfection des mains avant d'entrer dans le véhicule et en sortant, comme la Confédération le préconise.
Pas l'intention d'interdire les visites dans les EMS ni à l'hôpital. En revanche, évidemment, elles sont soumises à un encadrement particulier, donc des consignes sont quand même données pour que des précautions particulières soient prises. Et puis, en cas de flambée, de clusters, de cas qui se multiplient dans une zone de soins, dans un étage, évidemment, des mesures plus drastiques sont prises. C'est actuellement le cas dans quelques EMS à Genève, où pour éviter des flambées, les mesures sont provisoirement suspendues. Voilà, la situation est la même pour les établissements pour personnes handicapées. Et tout ceci, c'est aussi l'expérience du printemps. Il faut bien penser qu'à moins d'une situation d'un cluster ou vraiment de plusieurs personnes qui sont malades, il faut éviter d'isoler et d'avoir au fond une mort sociale pour les personnes qui se trouvent dans une institution, quelle qu'elle soit. Situation. Vous pouvez prendre les personnes qui sont là les uns après les autres pour les interviews si vous le souhaitez. Et donc vous rappelez que ces mesures rentrent en vigueur demain à 19 h et c'est jusqu'au dimanche 29 novembre minuit. Merci de votre attention.